Si demain je devais être emportée par un virus, de pas être allée au bout d'un chemin musical, c'était vraiment ce que je ne me serais pas pardonné. On n'est jamais vraiment soi-même que lorsqu'on fait sa musique. Ouais. Moi j'ai grandi enfant unique, Ouais. donc j'ai grandi dans une très grande solitude. Mais Ouais. je pense qu'il y a des médias à la brute ou à la Fellini, version antillaise qu'on doit créer. Oui. Je sais ce que je vaux et je dois aller chercher ce que je mérite. Quand on est une femme noire foncée, bien sûr qu'on doit se battre. Bienvenue dans le Moicast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Ça commence bien. Ah oui, c'est comme ça. Ils Hein, disent c'est comme donc la goyave Oui, c'est et ça. le coco Oui, le coco. et pas la coco. Exactement. Merci. Merci bien. Bon, alors aujourd'hui, c'est avec un grand honneur, beaucoup de plaisir que je reçois Karine Gioch. Lady Karine Gioch. Pourquoi Lady? Parce que j'ai l'impression que c'est une manière aussi de signifier ton parcours aussi dans la musique, où tu es un peu presque en diva sur scène. Parce que moi, je t'ai vu en Guadeloupe présenter ton projet. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à être autant... Bah, bien sûr, je m'attendais à être touché, mais à ce point. Mais on en parlera. Déjà, comment tu vas? Eh bien, je vais bien et puis je suis ravie de cette invitation, donc merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. L'idée pour moi dans le Moicast, c'est d'avoir justement des gens qui ont des parcours, alors on dit inspirants, un peu de manière un peu... voilà. Aujourd'hui, c'est un peu galvaudé le côté inspirant, Ouais. parce que finalement tout le monde est inspirant à sa façon. Mais, c'est ça. bien sûr. Mais je pense que pour les gens qui écoutent, pour les gens qui suivent le podcast, ça a du sens que quelqu'un comme toi qui a fait ce parcours dans les médias depuis tant d'années, qui aujourd'hui tente une reconversion dans un autre monde, qui est aussi un monde différent et peut-être un monde aussi difficile, on en parlera. Il y a quelque chose d'inspirant de se rechallenger, donc je me suis dit, ça fait complètement sens. Mais avant qu'on commence l'interview, j'ai une question pour toi. C'est si tu devais, là maintenant, présenter la Karine Gioch de 2023, tu te présentes à des gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais me présenter en quelques mots, je dirais que celle que je suis en 2023, c'est vraiment une femme libre. Ouais. Qui a compris qu'elle était beaucoup plus libre qu'elle ne le pensait. Parce que très souvent, on pense avoir beaucoup plus d'entraves qu'on en a en réalité. Donc c'est une femme qui a découvert qu'elle était beaucoup plus libre qu'elle ne le pensait et qui fait tout ce qu'elle a envie de faire. Parce que, en tout cas, il y a une chose que j'ai compris, c'est que je ne sais pas combien vous en avez, mais moi j'ai une seule vie. Et donc j'essaie de tout faire rentrer dedans là. Ouais. Voilà. Justement, donc tu es journaliste. Je te tutoie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, on se tutoie. Entendu. Ok, donc tu es journaliste, aussi chanteuse, animatrice, on peut dire aussi. Oui, ouais. bien sûr. Oui. Mais avant tout, toute l'histoire commence déjà dans un endroit qui s'appelle Bonneuil. Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse? Ouais. Effectivement, en fait, je suis née quelque part entre la fin des années 70 et les années 2000. Ah oui, j'aime bien la fourchette. Elle est bien. Hyper basse. Oui. Non, effectivement, je suis née à Champigny-sur-Marne, mais assez vite, on est arrivé à Bonneuil-sur-Marne, dans une cité HLM de Bonneuil-sur-Marne à la rue de la Fosse-aux-Moines. Et c'était d'ailleurs une époque que je chéris beaucoup, avec une enfance à cet endroit-là qui était assez simple, très fun, très ouverte, comme les banlieues françaises pouvaient l'être dans les années 80. Et moi, j'ai des souvenirs merveilleux de Bonneuil-sur-Marne. Ouais. Et mais très vite, tu es dans une famille antillaise. Donc, oui. Mon père est guadeloupéen, ma mère d'origine martiniquaise. Voilà. Est-ce que ça impacte un peu ta vie, le fait d'être dans une famille de culture antillaise quand on est enfant, Bonneuil? on n'a pas vraiment conscience. Ouais. Disons que moi, j'ai exploré mon identité une fois que j'avais quitté les Antilles. Parce qu'après, on est parti s'installer en Guadeloupe, en Guyane, en Guadeloupe, etc. J'ai été très baignée dans un environnement à la fois très antillais, avec la famille, beaucoup du côté de ma mère, donc toutes mes cousines martiniquaises. D'ailleurs, c'est le premier créole que j'ai parlé, c'est le créole martiniquais. Mais aussi un environnement très ouvert et très mixte. Les meilleurs amis de mon père étant à la fois des Libanais, des Juifs tunisiens, des Français alsaciens. Ah oui. Donc, c'était vraiment un environnement très, très ouvert. Moi, mes meilleurs amis de l'époque, c'était alors, je dis jeune femme, enfin, on a le même âge forcément, mais elle était d'origine polonaise. Il y en a une autre qui était d'origine portugaise. Il y avait Sadio qui était d'origine malienne.
Cayenne. Et personne ne se posait de questions, en fait. C'était ça qui était à la fois assez simple et assez beau dans les banlieues et en particulier dans les cités HLM du 9-4, d'où je viens, 9-4, Paris c'est le Barça. Sud, sud de l'Île-de-France. La BS. Et justement, donc, est-ce que tu as l'impression que ça a changé un peu, que c'est différent? J'ai le sentiment, mais évidemment, je n'ai plus 6 ans aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment les gamins d'aujourd'hui vivent l'expérience que moi j'ai vécue à l'époque. À une époque où, en effet, honnêtement, vivre dans une cité, c'était ni déshonorant, ni synonyme d'un échec garanti. C'était simplement un lieu de vie où il y avait un brassage culturel très, très riche et très ouvert et où on ne se posait aucune question sur les origines les uns des autres. Au contraire, quand on s'en parlait, en tout cas quand ça arrivait, c'était pas sous un prisme de jugement, c'était vraiment sous un prisme d'enrichissement. Et donc, moi, j'ai vraiment des souvenirs très heureux de ma vie dans une cité HLM. Alors, à un moment, ta famille déménage. Mon père est parti s'installer en Guyane. Parce que mon père a subi très rudement le racisme en France. D'accord. Mon père a d'abord été marin, il a été marin sur le Foch. Je le dis parce que ça fait partie de toutes les histoires que mon père vous raconte si vous le croisez. Donc il vous dira qu'il a fait qu'il était dans la marine sur le Foch, après il a fait la marine marchande, etc. Et puis il s'est installé en France. Finalement, il a été thermicien dans une boîte où il était adjoint au directeur. Et où il était chargé de former les directeurs, mais où on ne le nommait jamais directeur, bien entendu, parce qu'il était noir et qu'on considérait qu'un noir, à cette époque-là, ne pouvait pas être directeur, ne pouvait ni avoir le titre ni le salaire. Et alors qu'il était manifestement le meilleur. Mais avoir le travail quand même derrière. Il accomplissait cette tâche-là, donc il formait ses directeurs, mais lui-même n'était jamais nommé. Et donc un jour, il a jeté l'éponge, il a choisi de partir s'installer en Guyane pour être à son compte, pour être indépendant. Et donc, il est parti en Guyane au début des années 80, en 1981 précisément. Et à partir de là, on a commencé à faire des allers-retours avec ma mère, jusqu'à ce que ma mère, qui était enseignante, qui aujourd'hui est à la retraite, soit mutée en Guyane. Donc, elle a eu d'abord des disponibilités, etc. Et puis, jusqu'à ce qu'elle soit mutée en 86. Et à l'époque, elle avait été mutée à Apatou, sur le fleuve. On ne pouvait pas accéder à Apatou autrement que par le fleuve dans les années 80. Et quand on est arrivé à Apatou, c'était la guerre du Suriname. Et il se trouve que les rebelles surinamiens, leur fief, c'était à Patou. Et donc, l'armée française avait également été envoyée pour protéger les gens qui étaient à Patou, etc. Donc, c'était une expérience assez particulière de sortir de Bonneuil-sur-Marne pour arriver à la fois à Patou, qui était vraiment un village presque... vraiment merveilleux pour moi. Je découvrais un mode de vie, je découvrais une culture que je n'imaginais pas, qui n'avait rien à voir non plus avec ce que je connaissais de Cayenne. Et en plus, dans un climat de guerre, avec des bombardements qu'on entendait, avec des militaires qu'on voyait passer avec des mitraillettes, etc. Donc c'était vraiment un truc un peu chelou, mais c'était cool. C'est marrant. Est-ce que déjà cette période-là, ça a réveillé chez toi cette envie de parler du monde, parler d'actualité? Ah oui, mais depuis toujours. Moi, j'ai grandi enfant unique, donc j'ai grandi dans une très grande solitude. Très grande. Ah oui, très grande solitude. Quand on est enfant unique et qu'on habite dans un environnement... En plus, il se trouve que très jeune, j'étais d'abord avec ma mère, parce que mon père était parti s'installer en Guyane. Je me suis énormément ennuyée. Donc, il faut tromper l'ennui. Et à la fois, c'est l'ennui qui rend créatif. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie de rappeler aux parents d'enfants aujourd'hui qui s'ennuient si peu. Malheureusement, les gamins ne s'ennuient pas maintenant, mais l'ennui rend extrêmement créatif. Et donc, j'ai développé une vie intérieure très, très riche. Et la musique était déjà très présente. Et bien sûr, l'intérêt pour les autres était très présent. Et donc, à quel moment le journalisme te rentre dans ta vie? Je crois qu'il y a un truc à l'école aussi. Oui, c'était au collège quand j'étais à Cayenne, justement. J'étais au collège Zéphyr et il se trouve qu'à l'époque, avec des camarades de classe, dont Epo Djemba, que je salue, avec qui je suis restée en contact, on avait voulu monter un magazine qu'on voulait appeler Métissage pour raconter la Guyane dans laquelle on vivait et qu'on ne voyait pas à la télévision. Sachant qu'évidemment, à l'époque, la télévision, c'était une chaîne. Les programmes qu'on y voyait étaient quand même très limités. Mais nous, on voulait raconter cette Guyane-là, on voulait raconter à quel point elle était cosmopolite et à quel point est-ce que les origines des uns et des autres, la couleur des uns et des autres n'avaient pas de valeur. Évidemment, personne ne nous avait financé. En revanche, France Guyane avait entendu parler de notre initiative, je ne sais par quel canal, et nous avait proposé une page hebdomadaire pour qu'on se fasse la main.
Et on avait donc 13 ans. Et j'ai écrit mon premier article à 13 ans. J'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté depuis. À 13 ans. Ouais. Incroyable cette opportunité-là. Et du coup, donc, tu écris pour France Guyane. Ouais. Est-ce que après tu deviens journaliste chez France Guyane ou bien tu vas directement... Non. Là, c'était les années collège. Ensuite, au lycée, on est parti. J'étais en Guadeloupe. Donc là, je partais sur RFO en radio. Et puis, une fois que j'ai eu le bac, je suis arrivée à Paris, revenue à Paris en quelque sorte. Et assez vite, j'ai commencé à travailler sur Média Tropical, où je co-animais avec un ami de l'époque une émission, un forum jeune. J'ai rencontré là-bas Claudie Siard, qui m'a emmené avec lui. On a travaillé pour RFI, il m'a fait travailler, enfin je travaillais avec lui sur RFI. Donc là, on est au milieu des années 90. J'ai rencontré également à Média Tropical un monsieur qui avait un magazine qui était moribond et qui m'a confié de remonter ce magazine-là, qui s'appelait Cocktail. J'avais 19 ans, c'était un mensuel. C'est une belle opportunité. En kiosque, absolument, 80 pages. J'avais une petite rédaction, etc. Donc très jeune, j'ai pu me frotter à ce métier-là. J'ai mis vraiment les mains dedans très très jeune. Un peu, alors j'emploie un terme volontairement, mais un peu prodige du journalisme, quoi. C'est-à-dire dès le départ. Je sais pas. Je le vivais pas comme ça. Moi, je le vivais vraiment comme l'expression d'une curiosité. J'étais très dynamique. J'avais envie de plein de choses, j'étais boulimique de travail et j'avais besoin d'apprendre. Je trouvais que le monde était... Il y a quelque chose que j'ai depuis toute petite. Je me souviens, avant d'apprendre à lire, je vivais une frustration très profonde d'être entourée d'informations que je n'arrivais pas à décrypter. C'était horrible pour moi. Et donc, je passais mon temps à demander à mes parents, et là, qu'est-ce qui est écrit, et là, et c'est l'enfer. Avoir un enfant comme moi, ça devait être terrible. Mais hyper éveillé, du coup. Très, très éveillé, et cet éveil-là ne m'a jamais quitté. Et donc, en effet, quand à chaque fois, j'ai eu des opportunités, que je savais que je pouvais à la fois apprendre, mais aussi explorer mes aptitudes, puis découvrir que j'avais peut-être une disposition pour telle ou telle chose, je n'hésitais pas. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est de foncer un peu dans tes expériences. Alors, du coup, je me pose la question, donc tu vas à RFI, Média Tropical, ça reste quand même des médias où on parle d'un peu du monde noir, finalement, carrément. Et à un moment donné, quand même, tu fais le switch vers le groupe M6, tu vas pour travailler sur Turbo, qui n'est pas exactement la même typologie, même c'est beaucoup plus général, beaucoup plus vaste. Est-ce que tu as des appréhensions à ce moment-là, au moment de changer? Et comment ça se passe d'ailleurs, ce changement? Alors, le propos, c'était même pas tant de changer, parce que j'étais pigiste, moi, à l'époque, et que j'ai eu jusqu'à, je crois, 4 employeurs. En même temps, ok. En même temps, donc je pigeais le matin, je faisais des voix sur des documentaires, après je partais faire du reportage, ensuite j'étais en radio, je faisais des nuits, après... Moi j'ai toujours énormément travaillé. J'avais pas vraiment d'appréhension, enfin, oui et non, c'est-à-dire que je savais qu'on ne m'attendait pas, que personne ne m'attendait, mais c'était une expérience que j'avais envie de vivre, et je me suis dit, bon, bah voilà, si l'opportunité se présente, on m'a donné une adresse mail, on m'a dit, envoie un mail à Dominique Chapat qui cherche peut-être des journalistes pour la rédaction de Turbo, vas-y, tu verras bien. Et donc, j'y suis allée. Alors, mais le truc, c'est qui moi me questionne, c'est qu'en fait, sur Turbo, c'est vraiment des chroniqueurs qui étaient incarnants. Oui. C'est des chroniqueurs qui venaient, qui présentaient les voitures, qu'on voyait et tout. Et est-ce que toi, tu as eu de l'appréhension justement de t'exposer sur une telle chaîne? Non, parce que j'avais commencé déjà. En fait, quand je suis arrivée à Turbo, j'avais déjà travaillé sur une autre chaîne qui s'appelait LCA, la chaîne africaine, où j'avais déjà présenté le journal. D'accord. En fait, c'était une émission. Alors, il y a eu une courte période de ma vie où j'ai aussi managé des artistes. J'ai managé Tania Saint-Val, Joël Ursule. Ah, j'avais pas trouvé cette info. Bah, oui, mais mais c'est incroyable, c'est pépite ça. Oui, c'est pépite cette info. Et donc, quand cette chaîne-là s'est montée, LCA, la chaîne africaine, un proche m'avait dit, il cherche des journalistes ou en tout cas des animateurs ou animatrices pour des émissions culturelles. Donc, je me suis présentée pour passer le casting. Et le directeur de cette chaîne m'a vu arriver, il m'a dit, non. Toi, en fait, tu vas pas du tout postuler pour une chaîne, pour une émission culturelle. Tu vas présenter le journal. Wow. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre avait déjà été choisi pour présenter le journal et travaillait déjà sur le lancement du journal. Ça, je ne le savais pas. Donc, ça m'a aussi
tout de suite jeté dans le bain, qui est que la télévision, en télévision, rien ne vous appartient. Ouais. Ce qui est tabou aujourd'hui, le matin ne l'est peut-être pas le soir. Voilà, donc au moins je savais très bien où je mettais les pieds à partir de là en télévision. Et j'ai fait cette expérience-là qui a duré, parce que la chaîne n'a pas vécu très longtemps. Ça a duré un peu moins d'1 an, mais j'avais déjà une expérience à la télévision, dans des conditions de débrouillard, de galère énorme, mais c'est là qu'on apprend le mieux. Et donc quand je suis arrivée à M6, j'avais quand même déjà fait de l'antenne et j'avais une expérience de télé. D'accord, donc tu étais quand même à l'aise au moment de... Oui, mais le propos pour moi, c'était même pas tant de faire de l'antenne. Travailler à Turbo, avant de faire de l'antenne, c'est d'abord faire du reportage. Ah, d'accord. Parce que je me suis posé la question, est-ce que ce qui t'emmène vers Turbo, c'est quoi? Est-ce que c'est l'envie, justement, comme tu disais, de faire du reportage? C'est une passion pour l'automobile? La passion pour l'automobile, parce que j'ai toujours adoré les voitures. En tout cas, jusqu'à ce que je quitte Turbo, parce que c'est vrai que les temps ont changé, donc j'aime toujours bien la voiture, mais j'ai moins la passion que je pouvais avoir il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont venues s'agglomérer sur la question automobile. Mais en tout cas, oui, c'était par passion d'abord pour l'automobile et puis par passion pour cette émission. C'était juste génial, cette émission. Turbo, c'était du voyage, c'était des voitures incroyables, c'était des paysages exceptionnels. Enfin voilà, c'était quand même l'une des émissions qui pouvait faire rêver en télé. Franchement, pour le coup, oui. Parce que moi qui n'avais pas le permis, j'étais tout petit, et moi je regardais cette émission et je rêvais devant Turbo le matin. Et Dominique Chapat m'a accompagné beaucoup de moments de matin où je sais pas trop quoi faire, regarder. Mais du coup, ce qui m'a marqué, c'est justement de te voir dans cette émission et de me dire ok, on est aussi dans ces espaces-là, et c'était super intéressant de voir ça. Et ça a été aussi pour moi le début où j'ai commencé à voir sur la télé française des personnes qui venaient de chez nous et qui alors à un moment il y en avait eu d'autres. Oui, non, mais pour moi, je parle Audrey Pulvar, il y avait eu Christine Kelly, il y avait déjà Patrice Ferrus, il y en avait eu d'autres. Oui, non, je parle vraiment de mon expérience, mon expérience personnelle. Mais oui, on va pas. Il y avait déjà, je pense que Patrice, c'est à la même période. Donc, c'est sur Turbo, donc tu restes combien de temps à peu près? Je suis restée de 2001 à 2012, 11 ans. Donc 11 ans dans cette émission. Et puis, à un moment, on te propose de faire une chronique dans le 1245 d'M6. Comment Alors en fait, quand mon patron de l'époque, qui est de nouveau mon patron, qui s'appelle Vincent Régnier, qui est un peu mon mentor, c'est ma maman de la télévision, on dit maman volontairement, parce que c'est vraiment quelqu'un de très protecteur, de très maternant, Vincent Régnier. En fait, Vincent m'avait déjà testé, entre guillemets, sur les mornings, parce que j'avais présenté les flash infos dans le morning. C'était en 2006. Et présenter les flash infos dans le morning, ça voulait dire des flashs à 7h du matin, donc arriver à la rédac à 4h du matin, etc. Donc réveil à 2h30, bref, une expérience vraiment traumatisante. À la fin de cette saison-là, j'ai fait le Zandoli. Je me suis dit, si tu ne bouges pas, personne ne va te remarquer, on ne t'appellera pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord, ok. Donc sachez que la technique du Zandoli fonctionne. Le Zandoli fonctionne, les amis. Voilà, parfois il faut savoir se transformer en Zandoli. Et donc j'avais fait ça quelques mois. J'avais pas du tout aimé le délire de la matinalité. Ce mot n'existe pas, mais on va l'inventer. Oui, le mode de vie. De matinale, c'était horrible. J'avais fait des crises d'angoisse. Je savais plus à quel moment dormir. Enfin, c'était atroce, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration. Autant j'ai fait des nuits en radio, notamment, du minuit 6h du matin. Vraiment, je gérais ça très, très bien. Autant matinalier, c'est l'enfer. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les journalistes que j'écoute tôt le matin parce qu'ils ont une vie difficile. Donc, cette expérience passée, Vincent Régnier m'appelle un jour en me disant, écoute, on fait un casting en interne. Je co-présentais déjà Turbo à ce moment-là. J'incarnais le journal de l'info, le journal de l'auto, pardon, dans Turbo. Il me dit, j'aimerais beaucoup que tu passes le casting en interne. Et moi, j'avais un peu senti venir le truc, donc j'avais dit à Vincent, mais c'est pourquoi? Il me dit, c'est pour de l'info. Je dis, je suis pas plus emballé que ça. Il insiste. Ce qui, en télévision, est quand même assez fou, parce que tout le monde veut savoir quand les castings ont lieu. C'est un peu le Graal, quoi. Bien sûr. Il insiste, donc c'est quand même mon patron, donc je finis par céder en lui disant, bon, de toute façon, ça m'engage à rien. Il me dit, exactement, ça ne t'engage à rien. Donc, je passe ce casting un samedi matin à 8h, d'une longue semaine. Donc, j'étais vraiment pas super emballée. En plus, le samedi, si je vous raconte vraiment tout le contexte. Je suis là le samedi matin à 8h, je vais écrire une chronique pour un truc que je ne veux pas vraiment faire, je sais pas ce qu'on attend de moi, enfin bon bref. Donc je le fais bien parce que je tâche d'être toujours consciencieuse dans tout ce que je fais, mais je le fais sans engagement, sans attente, sans ambition. Et je rentre chez moi, finir mon week-end.
Et évidemment, vu les conditions de décontraction finalement dans lesquelles j'ai fait ça s'est tellement bien passé qu'il m'avait retenu pour faire la chronique, donc une chronique dans le 1945 qui s'appelle Expliquez-nous, qui est une chronique qui existe toujours. Donc j'ai fait quelques mois de chronique dans Expliquez-nous, et puis dans le 1945, et puis assez vite, le joker du 1945, donc de Xavier Demoulin, avait été donné partant. Et là encore, ils m'ont proposé de remplacer Xavier pendant ses vacances, donc deck joker. Et puis, à la fin de cette saison-là, Aïda Touiri, qui présentait le 12-45, est partie. Et ils m'ont proposé de remplacer Aïda Touiri comme titulaire au 12-45. Donc, ça s'est fait vraiment sur 14-15 mois, pas plus. D'accord. Voilà. Ça a été donc un changement quand même assez rapide. Ouais. Moi, j'ai une question un peu plus générale, étant donné que tu as bossé sur de l'info, le monde de l'info, de l'actualité fait partie de ta vie. Comment est-ce que tu trouves la manière dont sont couvertes les actualités des Antilles, de la Guyane, des départements d'outre-mer? Alors c'est insuffisant, clairement. Et ça, j'en parle très ouvertement parce que c'est des échanges que j'ai aussi avec mes rédactions sur ce sujet-là, de manière très insuffisante. Alors à la décharge des médias dans l'Hexagone, très souvent on n'a pas de bureau sur place, et parfois le matériel qui nous est envoyé des départements d'outre-mer n'est pas toujours exploitable. D'accord. C'est aussi ce que je dois dire. Non, mais c'est important de le dire. C'est un message que je passe aussi à chaque fois que je vais en Guadeloupe ou en Martinique, où je dis, les amis, envoyez-nous du matériel qui soit broadcast, qui soit diffusable dans les normes qu'on peut attendre, en tout cas dans les chaînes nationales. Il y a quelque chose à construire. En fait, bien sûr qu'on pourrait très bien avoir, après c'est encore des questions économiques, mais en tout cas il y a quelque chose à construire dans la manière de diffuser l'information et d'avoir envie qu'elle soit couverte. Il y a des infos qui vous arrivent de pays que vous ne savez absolument pas situer sur un globe parce qu'ils ont des médias locaux qui s'astreignent à ça, à diffuser l'information. Et donc, charge à nous aussi de faire en sorte que nos informations soient bien couvertes et bien reprises. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est effectivement peut-être on voit souvent la fin du parcours. Mais parce que parfois il se passe des choses là-bas et puis on demande ou à des correspondants sur place ou à des acteurs locaux que nous envoient des images. Le décalage horaire fait que ça arrive trop tard. Parfois les autorisations dont on a besoin, on ne les a pas. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui pourraient vous paraître très peu professionnels en fait, mais qui sont la réalité du terrain. Il y a tout un tas de choses qui font que parfois ces informations-là, à l'arrivée, on ne les diffuse pas. Non, c'est très intéressant. Je pense que les gens qui écoutent, ça répond peut-être à une partie de leurs questions à ce sujet. J'ai récemment reçu en interview Thierry Gadot, qui est journaliste à Blast, qui a écrit Guadeloupe, l'île sans eau, un livre pour parler justement de la question de l'eau, des coupures, etc. et des problèmes assez graves qu'on a en Guadeloupe. Et qui me disait justement, par exemple, sur l'investigation. Aujourd'hui, il n'y a pas de cellule d'investigation dans la presse locale. En fait, il y a encore beaucoup de travail à faire pour relever le niveau. Mais il faut se professionnaliser encore plus. Il faut aller encore plus loin pour nous-mêmes, déjà dans nos médias locaux. Et de fait, ça finit par transpirer et par gagner le reste du monde. Mais je pense qu'il y a des médias à la brute ou à la combini, version antillaise qu'on doit créer. Ça, c'est notre responsabilité. Oui, on espère que ça va se faire. Si les gens qui écoutent et qui ont envie de le faire, pourquoi pas on rentre en contact. Pourquoi pas Samoura Curieux. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, on sait pas. En ce moment, j'interviewe beaucoup de journalistes. Je me rends compte qu'il y a une question que je me pose sur le journalisme. Donc peut-être qu'on ne sait jamais. Et est-ce que tu as conscience d'être une sorte de modèle? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui peut être un peu stressant ou est-ce que tu y penses? Alors, j'ai conscience, non pas d'être un modèle, parce que être un modèle, ça devient une charge pour soi-même. Donc un modèle, non, pas pour moi en tout cas. En revanche, j'ai conscience d'être l'incarnation d'un parcours possible, d'une trajectoire. Parce que j'ai fait ce que je fais et que je continue à faire ce que je fais, c'est la démonstration que c'est possible. Donc ça, je sais qu'en effet, comme d'autres m'ont inspiré, je peux en inspirer, bien sûr. De fait, dès lors qu'on est visible, on devient une représentation et donc un support de projection. Et donc, quand tu rencontres des gens, est-ce qu'on t'en parle? Ah oui, bien sûr, très souvent. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant aux Antilles, quand je suis venue en Guadeloupe pour la Creole Jazz Festival, c'était de voir toutes ces femmes, beaucoup de femmes qui venaient me voir, qui venaient me témoigner ça, justement. Il y a quelque chose de très fort sur la question de la femme noire, de l'engagement de la femme noire, des perspectives qu'on doit
qu'on doit avoir et qu'on doit défendre. De toute l'énergie que ça nous prend. Il y a quelque chose qui est très très profond sur les femmes noires, en particulier les femmes noires foncées. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Les femmes noires dark skin, il y a tout un sujet, il y a même une forme de discrimination un peu différente même que la discrimination globale qu'il y a sur les personnes noires. Mais on pourra en discuter parce que pour le coup, tu m'as fait une transition incroyable en parlant du Creole Jazz Festival. Donc moi, je t'ai découvert en tant que chanteuse à ce moment-là. Et j'avais déjà vu qu'il y avait une transition qui s'opérait. Pourquoi cette transition, justement? Quel a été le moment où tu t'es dit je veux être chanteuse? Est-ce que tu chantais déjà avant? Ah, j'ai toujours chanté. En fait, ça fait 20 ans que je fais des concerts. Ah, d'accord. Oui, ça fait très longtemps. C'est simplement que je n'en parlais pas, je ne communiquais pas dessus, pour plein de raisons. Par manque de confiance, parce que j'avais besoin de travailler, parce que j'avais besoin de m'entendre, d'entendre ce que j'entendais dans ma tête, en tout cas, là où je me projetais. Et que je pense qu'on apprend bien que dans la discrétion et dans l'humilité, donc j'en faisais pas publicité aussi pour ça. Mais ce qui est évident, c'est que, alors, on va pas rentrer dans le détail de mon parcours, qui est vraiment un parcours très contrarié en musique, parce j'aurais pu sortir un projet il y a bien longtemps, mais il y a eu tout un tas d'incidents, d'imprévus, d'impondérables, enfin voilà, il y a eu la vie, de manière assez banale, la vie. Mais ce qui est évident, c'est que je me suis rendu compte, vraiment, je pense que la période du Covid a été une période très déterminante. J'avais déjà repris mes compositions avant et je continuais à faire des concerts, notamment avec Mario Canonge, tout ça. Mais pendant la période du Covid, je me suis dit, si demain je devais être emporté par un virus qu'on pensait avoir quand on appuyait sur un bouton d'ascenseur, sur une poignée, parce que le truc restait 12 ans dans l'air, à l'époque, qu'est-ce que je regretterais? Et en effet, de ne pas avoir... de ne pas être allé au bout d'un chemin musical, c'était vraiment ce que je ne me serais pas pardonné. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis mise dans cette discipline et dans cette logique d'aller vers ça. Et il se trouve qu'en effet, physiquement, je souffrais de ne pas pouvoir m'exprimer artistiquement. Il y avait un truc qui n'allait pas. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, alors que tout allait a priori. J'étais en bonne santé, j'ai une super famille, un super mari, enfin, tout va bien. Mais il y avait quand même quelque chose, un super job, il y avait quand même quelque chose qui me manquait profondément. Et ce truc-là, c'était la musique. Et donc, tu décides de faire un projet musical concret autour de la figure de Nina Simone. Alors, j'ai envie qu'on en parle parce que Nina Simone, bon, les gens ont sa voix en tête, une voix grave, à la fois grave, douce, un peu suave, des morceaux. Pas suave, moi je trouve. D'accord, moi je trouve pas sa voix suave. Tu la connais beaucoup plus que moi. Voix, forte. Ouais, elle est sans concession, sa voix. C'est pas d'Amadoué, Nina Simone. Elle passe pas, sa séduction, elle passe ailleurs, mais elle n'est pas dans sa voix. Quand je dis séduction, c'est la séduction, c'est une manipulation. Elle n'est pas dans cette manipulation vocale, elle est très franche dans sa façon de chanter. Tout à fait. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais en tout cas, on a en tête le personnage, mais aussi beaucoup de combats, en fait. Nina Simone, les droits civiques, et puis même un combat personnel pour faire du piano, où elle a essuyé des refus, etc. Est-ce que, avant qu'on parle de ton projet musical, est-ce que toi, tu te projettes un peu dans sa personne? Alors, à l'identique, non, évidemment, puisque mon histoire n'est pas celle de Nina Simone. En revanche, bien sûr qu'il y a plein de sujets qui font écho et plein de secteurs de sa vie qui font écho. Quand on est une femme noire foncée, bien sûr qu'on doit se battre. Bien sûr que une de ces phrases, en tout cas, c'est pas une phrase, elle n'a pas dit ça exactement textuellement, mais c'est ce qu'elle dit. Je sais ce que je vaux et je dois aller chercher ce que je mérite. C'est ça qu'elle dit. Et ça, c'est ce qui doit être un leitmotiv pour toutes les femmes noires en réalité. Quand on sait ce qu'on vaut et qu'on sait qu'on mérite mieux que ce qu'on a, il faut aller chercher ça. Et je trouve que Nina Simone, elle incarne vraiment ça. Elle incarne ça dans son authenticité. C'est quelqu'un qui n'est pas dans... Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de faux semblant. Alors oui, certes, elle avait ses tenues de scène, elle avait sa posture de diva, etc. Mais c'était à peu près tout ce qu'elle donnait, en fait. Tout le reste, c'était très brutalement ce qu'elle était absolument. Donc il y a quelque chose dans l'authenticité, dans la liberté absolue. Et ce sont vraiment de belles inspirations. C'est les meilleures pour moi. Toi, en tant que femme noire foncée, tu ressens aussi ces problématiques-là? Tu les as vécues? Oui, moi, le fait de me trouver jolie, par exemple, ça a été un combat, c'était le chemin d'une vie, par exemple. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on vous dit quand vous êtes une femme noire foncée. Moi, en plus, il se trouve que quand je suis partie de Guyane, où j'étais vraiment dans une espèce d'univers de bisounours, quand je suis arrivée en Guadeloupe au lycée,
mes copines qui étaient chabines, pas très jolies, elles étaient quand même beaucoup plus attirantes que moi. Oui. Donc j'ai appris que l'adversité, elle ne reposait pas sur des qualités plastiques objectives, mais qu'elle reposait sur un degré de mélanine. Oui. Que plus on était clair, plus on était potentiellement joli, même quand on n'était pas forcément joli. Donc il faut apprendre à se construire dans l'ombre de femmes qui sont pas forcément très belles, mais parce qu'elles sont claires de peau, elles sont vues comme belles et elles ont beaucoup plus d'avantages que vous. Je me souviens avoir été m'être promenée avec des copines de classe dans mon quartier, parce qu'on habitait aux Abîmes à Bois-Ripeau, et mes voisins de mon âge invitaient mes copines à des temps. Ouais. Et je n'étais pas invitée. À des temps. Oui, j'ai connu cette époque du temps. Ouais. Et moi, j'étais pas invitée. On invitait les mulâtresses, les chabines, les machins. Moi, je pouvais venir si je venais avec les copines claires de peau. Mais sinon, moi, toute seule, on m'invitait pas. Donc ça, il a fallu intégrer ça, comprendre ça. Il a fallu ensuite aller comprendre pourquoi les gens étaient comme ça, de quoi eux-mêmes étaient le nom, quel était leur propre conditionnement, pour que moi je m'en sépare et qu'à la fois j'ai même une forme de compassion. En fait. Aujourd'hui, j'ai aucune colère, j'ai aucune haine, j'ai simplement de la compassion. Mais ça a été un chemin très personnel, très individuel, et je comprends que des milliers de femmes se noient dans ce combat-là parce qu'il est difficile, ce combat de l'estime de soi et de l'amour de soi. Mais le colorisme, c'est une violence, c'est un fléau qu'on a chez nous, hérité bien évidemment de notre passé colonial, esclavagiste, qui encore perdure. Mais justement, c'est bien qu'il y a des voix, des personnalités qui montrent que toute forme de beauté est à sa valeur, toute forme de, même pas forcément de beauté, mais les apparences physiques ne sont pas, faut pas s'y arrêter. Et on a tous notre valeur. Et c'est super intéressant qu'on en parle. J'ai assez peu parlé du colorisme dans le podcast. Je pense que ça mérite qu'on fasse un truc sur le sujet, je trouve très important. On va revenir à Nina et à ton projet musical. Donc je t'ai vu en concert avec Mario Canon, avec Alex Bernard et Arnaud Dolmen. Un super groupe, franchement, à un moment donné, il y a Mario Canon, Arnaud Dolmen qui font un passe-passe comme ça. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je deviens ouf. Ils sont très souvent en Wi-Fi tous les deux. Ils communiquent. C'est extraordinaire. Ils ont un mode de communication silencieux, magique. Uniquement, ils ne se parlent qu'en musique. Ils sont fascinants à voir jouer. Alors en particulier Arnaud et Mario, et quand on ajoute Alex Bernard dans tout ça, c'est incroyable. Comment est-ce qu'il est né ce projet? Tu vas l'emmener encore jusqu'où? Est-ce que tu as déjà pensé à la suite? Alors ce projet-là est né, moi je travaillais sur mon projet personnel, et puis Dominique Fillon, qui est un ami de longue date et qui est pianiste de jazz, m'a envoyé un message un jour en me disant j'aimerais beaucoup qu'on fasse un album ensemble, et pourquoi pas un tribute à Nina Simone. Et en fait, il se trouve qu'on n'avait jamais parlé de ça, mais on a toujours chanté, Dominique et moi, du Nina Simone, notamment sur une ou deux scènes qu'on avait pu faire ensemble au début des années 2000. Et évidemment, j'ai accepté ce projet parce que Nina Simone représente quelque chose de tellement fort et de tellement grand, et d'un point de vue personnel et d'un point de vue forcément collectif. Mais quand il m'a proposé ça, j'étais pas très sûre d'avoir envie de le faire tout de suite. Pour moi, c'était un projet qu'on pouvait faire dans 4-5 ans. Et puis finalement, en faisant des recherches, parce que je ne suis jamais très loin de la journaliste, je me suis rendu compte qu'on en parlait en 2021, et puis je me suis rendu compte que 2023, c'était un peu l'année Nina Simone, avec ses 20 ans de sa disparition. Et donc, ça rendait ce projet d'hommage encore plus légitime. Et de fait, c'est devenu un projet prioritaire. Et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans cette aventure-là. Alors, je précède peut-être ta question, parce que très souvent, je crois qu'il n'y a pas une interview que j'ai faite autour de ce projet, on ne m'a pas dit, mais comment on s'attaque à Nina Simone? J'avais pas la poser, parce que pour moi, c'était ça. Ayant vu ce que tu as donné comme énergie. Non, on s'attaque à alors, du coup. Et en fait, très simplement, parce qu'on a abordé ce projet-là avec la sincérité et la simplicité des musiciens de jazz. Il n'y a pas un club de jazz où vous n'entendrez pas, je sais pas, My Funny Valentine ou You Don't Know What Love Is ou whatever, parce que ça a été chanté par Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Ça n'existe pas. Sinon, le jazz n'existerait pas. Les chansons appartiennent à tout le monde. Le répertoire n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Charge à vous d'avoir le bon niveau d'exécution. Mais il n'y a pas un morceau de jazz qu'on n'interprète pas parce que machin l'a fait et qu'il est beaucoup trop génial pour passer derrière lui. Ça n'existe pas dans le jazz. Donc du coup, quand nous, on s'est posé la question de cet hommage-là, on ne s'est pas dit on s'attaque à Nina Simone.
on l'a abordé avec la simplicité et l'engagement des musiciens de jazz qui auraient pu reprendre un autre répertoire. Voilà. Et c'est seulement quand le projet est sorti que j'ai vu les gens lever les yeux au ciel en disant mais comment osez-vous reprendre Nina Simone? Ah, il y a eu ce genre de réaction. Il y a eu ça. Parce que vraiment, quand même, Nina Simone, c'est quand même gonflé de faire ça. Parce que, non, parce que tu sais, quand tu as dit comment on s'attaque à Nina Simone, parce que moi, je ne l'ai pas attaqué. Y a vraiment, c'est plutôt le mot embrasser. C'est vraiment comme si tu serrais son répertoire dans tes bras et que quelque part, tu as porté aussi. C'est une très belle image, merci, c'est très touchant. Bah, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, je suis peut-être un peu trop émotif, mais moi, je suis comme ça, voilà. On est probablement deux alors ici. Ouais, voilà. Donc, mais moi, quand je t'ai vu en concert, j'ai ressenti presque à la fois ta présence, mais aussi celle de l'artiste original. C'est vraiment le respect qu'on lui témoigne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on s'était fixé comme engagement, c'était de respecter son authenticité et son élégance. Et donc forcément, Nina Simone étant extrêmement élégante, ayant un répertoire très précieux pour nous, dès lors qu'on respecte ça et qu'on ne voulait surtout pas trahir ce qu'elle a voulu transmettre, on la retrouve. C'est pour ça que c'est un hommage, mais on y a mis ce qu'on est nous. Bien, voilà, tout à fait. Et c'est ça que j'ai aimé. Et justement, l'aspect... est-ce que cet aspect, j'allais dire créole, même si le terme créole parfois est un peu galvaudé aussi, mais cet aspect créole, cet aspect antillais que tu rajoutes, est-ce que tu as eu des appréhensions Non, pas du tout. C'était comme une évidence, surtout sur Sinnerman, par exemple, qu'on aborde vraiment presque comme un morceau carnavalesque. Parce que c'est vraiment ça, hein, Sinnerman, c'est caché chez Djabla. C'est vraiment l'idée, donc c'était encore plus cohérent de le mettre dans un esprit très carnaval. Mais pour moi, c'est une manière encore plus forte de rendre hommage à Nina Simone, parce qu'on a la même source, on vient on a le même socle. Quand les peuples dont on vient étaient arrachés à leur terre pour être soumis en esclavage en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, etc., ce qu'ils ont fait de leur patrimoine à eux, de leur rythme. J'ouvre une parenthèse. Je suis allée au Bénin et au Ghana en début d'année et j'ai été bouleversée par les musiques traditionnelles. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes codes. Donc, on a tout gardé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a su tout préserver. C'est ça qui est magique. Si je te raconte une histoire aujourd'hui, que tu la racontes à la Marie, qui la raconte à madame, qui la répète à Jean-Yves, qui dit à la personne à la fin de la semaine, c'est plus la même histoire. On est d'accord. Et pourtant là, en 500 ans, on a su préserver ce qu'on avait de plus précieux, ces rythmes-là, ces liens à l'invisible, cette célébration des ancêtres. Et donc pour moi, que ces musiques-là aient donné, arrivé aux États-Unis, le negro spiritual, puis le blues, ensuite le jazz, etc., le gros cas chez nous, le belay, machin, et revenir à ça pour traverser Nina Simone, c'est revenir à ce qu'on a de commun. Au final. Donc ça prolonge l'hommage de toute façon en célébrant vraiment profondément ce qu'on a en commun. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. J'ai deux dernières questions du coup. Je te remercie. Je ne veux pas dire des trucs trop bêtes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait penser à des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé, ce côté bouclé finalement. Donc oui, moi ça m'enrichit ma réflexion autour du projet. J'ai l'impression que bon, tu t'épanouis beaucoup avec ce registre-là qui est anglophone. On a aussi un répertoire en langue créole. Peut-être que tu parles le créole. Est-ce que tu aurais envie de faire un peu du blues comme Nina, mais en créole? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? On a notre blues. Donc oui, bien sûr, pas forcément du blues américain adapté, mais traverser notre propre musique en tout cas. Parce que pour moi, le gros cas, c'est du blues. Oui. Très clairement. C'est du blues. C'est notre version du blues. On a dans nos 7 rythmes, on a des rythmes qui sont vraiment du blues pour le coup. Donc c'est trouver le juste milieu entre les influences qu'on a et la racine qui est la nôtre et comment est-ce qu'on célèbre et qu'on honore ça. D'ailleurs pour le coup, ça me rappelle c'est une réflexion que Willy Salcedo, que j'espère vous connaissez. Oui. C'est une réflexion qu'il m'a faite il y a de longues années. Je pense qu'il y a 15 ans, Willy m'a dit: on n'est jamais vraiment soi-même que lorsqu'on fait sa musique. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Moi, à l'époque, j'étais très soul, R&B, j'étais vraiment
américaine. C'est anglais, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tout ça? Mais comme beaucoup de Noirs, en vrai. On est passé par... parce que c'est... Pour le coup, ils ont tellement répondu à notre besoin de représentation qu'on ne peut que se sentir américain, très objectivement, sans passer par... c'est pas très compliqué à comprendre comme processus. Ils nous ont à la fois montré un panel de possibilités, ils nous ont rendus fiers, ils nous ont montré qu'on pouvait être beau, qu'on pouvait être puissant, qu'on pouvait être absolument géniaux. Évidemment que les Américains sont une telle inspiration. En plus, on a une histoire tellement proche de la leur. Et géographiquement, objectivement, on est un peu comme américain. On est dans une influence américaine évidente. À 1h30 d'avion, on est plus américain dans un bassin culturel comme la Caraïbe qu'européen. Oui. Je veux dire, ça va de soi. Mais c'est quand même une phrase qui a fait son chemin. Et je ne comprenais pas ce que Willy voulait me dire. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'au moment où je fais Cinnamon sur un rythme très Caraïbe, je sais que je suis parfaitement aligné avec moi-même, que je suis en lien direct avec mes ancêtres, avec mon histoire, et qu'à ce moment-là, c'est quelque chose de très fort qu'on va partager avec le public. Ça ne veut pas dire que la minute d'avant, où c'était un blues pur, ça n'était pas aussi fort, mais là, il y a encore quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Donc, oui, je pense que ce blues-là, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler pour le projet d'après. Ça appartient à ma réflexion complètement. Comment être toujours plus authentique et être toujours plus dans la célébration de ceux qui nous ont précédés. Très très hâte d'entendre du coup le prochain projet. Et dernière question, je pense qu'il va un peu faire un peu le retour sur tout ce qu'on a dit. En fait, moi j'ai l'impression que il y a des gens dans la vie qui sont des gens qui sont très portés par leur ambition, ont envie d'atteindre d'aller le plus loin, le plus haut, d'être les plus forts, ce qui est respectable. Et il y a des personnes qui sont plus dans l'épanouissement personnel où finalement cet accomplissement se fait de l'intérieur. Et j'ai l'impression que tu as eu ces deux moments dans ta vie. Alors, j'ai lu un peu des trucs, mais je te découvre, donc je peux me tromper. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où dans le journalisme, tu as été un peu en recherche d'aller le plus haut où tu pouvais aller, et qu'aujourd'hui, tu parlais du Covid, tu es dans une recherche plus d'épanouissement personnel et de faire des choses, d'être aligné, comme tu disais, avec toi-même. Alors écoute, dans le journalisme, ce qui est assez fou dans mon parcours, c'est que j'ai pas cherché ça. C'est des opportunités que j'ai saisies. Et pour saisir les opportunités, il faut quand même travailler, il faut avoir travaillé, il faut être préparé, parce que parfois on attend les opportunités, et puis quand elles se présentent, on ne peut pas les saisir, on n'est pas prêt. Donc j'étais préparée, mais c'était pas mon rêve absolu. Je ne m'étais pas dit, un jour je présenterai le JT sur une chaîne nationale. Probablement que je ne me serais jamais autorisé ce rêve-là, parce que j'aurais pensé que ce n'était pas possible. Donc, c'est pas tant ça. C'est-à-dire que j'ai saisi les opportunités qui se sont présentées, et j'ai été dans le respect de ce que je suis. Ça veut dire que si je suis en capacité de le faire, alors je dois le faire. Et je dois le faire bien. Parce qu'il y a une chose qui, pour moi, est extrêmement importante. J'attends pas grand-chose des gens. J'attends pas qu'on m'aime, j'attends pas qu'on m'admire, j'attends qu'on me respecte. Je demande une chose, c'est le respect de ce que je suis et de ce que je vaux. Et donc, ce respect-là, je me le dois. Donc, quand je suis capable de faire quelque chose, je le fais et je le fais bien. Ensuite, parce que, et comme je te le disais au début de cet entretien, j'ai toujours été dans l'exploration de mes aptitudes en me disant, si je suis capable de le faire, alors je dois le faire. Je poursuis cette exploration-là parce que la musique, ça fait partie de ce que je sais être une de mes aptitudes, une de mes compétences, on va dire. Quand on met talent, tout de suite, il y a une espèce de truc un peu prétentieux qui va s'adosser. En tout cas, une de mes compétences. Et je vais au bout de ça et je l'exprime pleinement parce que c'est une célébration physique. Parce que ça me soigne, que ça me fait du bien. Parce qu'en effet, quand on a présenté un JT, comme ça a été mon cas pendant 10 ans, j'ai annoncé je ne sais combien de milliers de morts, combien de catastrophes, combien d'horreurs, et que tout ce qu'on dit, ça nous traverse. Moi, ça s'est déposé dans mes organes, sur mes cordes vocales, en moi, ça m'a changé. J'ai une banque de données des événements catastrophiques exceptionnels énormes. Il y a des situations dans lesquelles je me retrouve où toi tu flipperais pas, moi je me dirais oh là là, alors attends, il s'est passé ça, machin. Mais la probabilité pour que ça arrive est de 1 sur 24 milliards. Mais en fait ça t'a tellement impacté. Mais bien sûr, parce que étant journaliste dans le news, j'ai une banque de données très très grande de l'exceptionnel de cette humanité-là. Et la musique, c'est une thérapie pour moi. Donc, c'est bien sûr du développement personnel, mais je pense que tout au long de ma vie, j'ai toujours été dans une quête de développement personnel, d'être en accord avec moi-même, parce qu'en respect avec
ce dont je pense être capable et ce que je me dois et donc ce que je dois aux autres. J'espère que voilà, ce projet musical va aussi te permettre de heal, comme dirait. Oui, ça prend ce chemin complètement. Voilà. Complètement. C'est magnifique ce qui se passe avec le public et l'accueil de l'album et l'engouement du public lors des concerts et puis ce qu'on a en commun, ce qu'on échange. Ces moments-là, ils sont extrêmement précieux. Donc oui, le healing process est complètement, il est activé, il est bien avancé. Les prochaines dates, les prochaines échéances. Il y a plein de dates. Il y a les prochaines dates, là, c'est Monaco, 24, 25, 26. Donc Monaco, Nîmes, Fontainebleau sur des festivals de jazz. 1er décembre en Martinique, à l'Atrium, Martinique Jazz Festival. 2 décembre en Guadeloupe. Allez. Et puis l'année prochaine, il y a beaucoup de dates. Donc voilà. Sur les réseaux. Sur les réseaux, sur mon site internet, sur Instagram, etc. Vous serez... You'll be updated. Yeah. Merci beaucoup. Franchement, je suis tellement content, tellement fier de cette interview. Et je veux remercier Djaye qui nous accueille à la bibliothèque studio pour pouvoir faire cette belle interview dans ce bel écran. Voilà, merci pour tout. J'espère que les gens qui ont suivi ont apprécié l'entretien, la discussion. Et puis, voilà, n'hésitez pas à follow, à liker un peu tout le monde. Il y a tout dans la description de l'épisode. Et je vous dis à très vite pour la suite du Moacast. Et restez à l'écoute puisque très bientôt un épisode en public où on pourra discuter, se rencontrer. Donc on en reparlera. Voilà, merci beaucoup Karine. Merci Samra. Yes. Voilà.